Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va parler aujourd'hui un petit peu du confinement et des rapports entre générations ou classes d'âge, puisqu'effectivement, il en est beaucoup question, hein. On a quand même l'impression que, dans le fond, le fardeau de la pandémie ou du confinement ne repose pas de la même manière sur les épaules des jeunes, des personnes âgées ou bien de tous ceux qui sont entre deux, dont on parle en fait assez peu. Alors c'est vrai que chacun s'occupe généralement de sa santé et protège sa santé, mais bon, vivre en société avec les autres implique certaines doses d'altruisme. On doit aussi s'occuper de la santé des autres, hein, il n'y a pas que la sienne qui compte. Et on le rappelle d'ailleurs pour le port du masque ou la vaccination. On entend souvent dire porte pas le masque seulement pour soi-même, mais aussi pour autrui. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, je ne sais pas quelles sont les motivations réelles des gens, mais en tout cas, du point de vue un petit peu plus éthique, si on peut dire, on rappelle souvent cela. Bon, le confinement, on peut aussi se demander si on se confine pour soi-même ou pour les autres, hein. Il y a la même question qui peut se poser, d'autant que justement les risques semblent varier selon les classes d'âge. Et alors évidemment, qui faut-il protéger en premier temps? Alors le confinement, effectivement, ben, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que quand on a introduit le confinement, on n'a pas voulu confiner les gens pour leur santé d'une certaine manière directement, mais d'abord pour ne pas surcharger les soins intensifs, puis pour diminuer le nombre de morts. C'est les deux finalités qu'on donne en général. Ce qui fait que dans les deux cas, effectivement, on se dit que si c'est les finalités qu'on a, ben, il faut faire en sorte que les personnes âgées ne se trouvent pas trop aux soins intensifs, puisqu'elles sont plus susceptibles, hein. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce qu'il semble que les patients DMS finissent peu aux soins intensifs. Mais bon, on en parlera peut-être avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. Et d'un autre côté, c'est les jeunes qui répandent le plus le virus, donc il faudrait peut-être plus les confiner que les autres. On peut se poser la question, mais voilà, effectivement, je pense que c'est la question qui se pose. Comment répartir équitablement le fardeau entre les diverses générations? Puisqu'on leur demande à ces diverses générations, est-ce qu'on a demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient? Les personnes âgées se manifestent souvent assez facilement elles-mêmes, hein. Mais on a parlé de discrimination, d'agéisme, etc. Et je me souviens même on a parlé de sacrifier la génération des jeunes. Une politicienne vaudoise a dit qu'on sacrifiait les personnes âgées. Enfin, on est un peu dans le langage du sacrifice, dans le langage de la discrimination. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui vous occupez beaucoup des jeunes? Enfin, est-ce qu'on demande leur avis aux jeunes et qu'est-ce que les jeunes en pensent de tout cela? Bah, alors, je pense déjà par rapport à la posture des jeunes, c'est ce qui a été assez frappant, je pense qu'ils ont fait preuve d'un grand sens de citoyenneté en fait dans cette année. Ce qu'on entend beaucoup, moi j'ai beaucoup entendu en consultation, ou tous les jeunes qui m'entourent, c'est vraiment cette préoccupation de protéger en fait, parce qu'eux sont en effet pas à risque, n'avaient pas de conséquences sur leur propre santé. Voilà, donc il y avait vraiment ce côté de devoir mettre leur vie en parenthèse, s'astreindre au masque, à la distanciation sociale, alors que ça fait partie de, en tout cas la socialisation fait partie d'un des besoins fondamentaux de cette époque, de cette phase de vie. Mais je pense qu'ils l'ont vraiment fait de bon cœur, et beaucoup, beaucoup d'ados. Il y a très, très peu d'ados qui ont été transgressifs sur cette année. Et moi, j'étais très frappée par ce sens vraiment d'altruisme, de dire on veut pas, on veut protéger les aînés, très conscients de, voilà, de leurs grands-parents ou de leurs parents vulnérables, etc. Donc, moi, je trouve qu'ils ont été assez modèles dans ce sens-là. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'on leur a pas tellement demandé disons, leurs besoins. C'est surtout ça. On leur a pas demandé, eux, de quoi ils avaient besoin ou comment est-ce qu'on aurait pu peut-être penser les choses de façon un peu plus différenciée pour respecter les différences de besoins selon l'âge de la population. Oui, parce que quand on parle des jeunes, en fait, on peut dire ça va de 2, 3 ans jusqu'à 16, 18 ans, hein. Ils ont peut-être des besoins assez différents selon ces âges, Oui, selon l'âge. Oui. oui, alors clairement, clairement. Et puis on a vu ça dans le confinement, par exemple, c'est que les petits, en fait, les enfants, donc avant l'adolescence, jusque vers, je sais pas, 11 ans, 12 ans, en fait, à part ceux qui étaient dans un milieu, disons, précaire ou peut-être maltraitant, se sont plutôt mieux portés, en fait. Ils étaient tout à coup beaucoup plus en famille. Enfin, il y a vraiment eu comme ça un mieux-être qui a été rapporté aussi par les pédiatres, enfin, qui avait vraiment quelque chose d'assez positif.
Alors que les adolescents, ben, c'est vrai que c'est une phase développementale qui est complètement différente, où les tâches fondamentales de cette période, c'est l'autonomisation, la quête identitaire, puis ça passe beaucoup par le fait de sortir, en fait, de quitter justement un peu la famille, puis d'aller vers le monde extérieur, d'aller tester des relations, d'aller tester surtout en fait avec les pairs. Et puis là, ils ont été ben, clairement fortement entravés. Donc, ben voilà, 6 semaines de confinement, c'était possible, mais quand ça dure pendant une année avec ces restrictions, etc., ça porte des conséquences, ça commence à peser lourd. Alors, donc pour les petits, on peut dire que c'est plus leurs grands-parents qui en ont souffert qu'eux-mêmes, hein. Voilà, ben, tant mieux pour eux. Ouais. Mais dans le fond, les adolescents, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont une vie sociale très importante, mais d'un autre côté, ben, des fois on le dit sur le ton en fait de presque de la plainte, ils sont tout le temps sur leurs réseaux sociaux, c'est-à-dire sur leurs appareils. Est-ce que dans le fond, ces appareils, ces smartphones, tout ça, est-ce que ça peut pas d'une certaine manière être une sorte d'ersatz pour les relations sociales ou comment est-ce qu'ils ont géré tout ça? Alors, je pense que, bon, c'était mieux que rien. Disons, ça les a gardés connectés un minimum. Ça, c'est ce que rapportent beaucoup d'adolescents. Mais clairement, ça ne peut pas remplacer. Clairement, ça ne peut pas remplacer l'interaction humaine, physique. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout l'aspect de l'exploration de l'intimité, de la sexualité qui fait partie de cette phase de vie. Et puis ça, c'est difficile de faire au travers des écrans, en disant, oui, on peut faire évidemment une partie, mais et qui pose souvent problème quand elle se fait au travers des écrans. Donc, il y a vraiment quelque chose là où là aussi, beaucoup d'ados disent, mais moi, en fait, je préfère voir des copains que d'être sur mon écran. C'est vraiment plutôt un repli voilà, quand il y a rien d'autre. Donc peut-être que dans le fond, ce confinement leur a fait prendre conscience, peut-être plus, je vais prendre conscience, ils le savaient déjà, mais de l'importance des relations sociales. Et dans ce point-là, pour eux en tout cas, je me pose une question. Les pays ont confiné différemment. En France, on a confiné beaucoup plus sévèrement qu'en Suisse. Est-ce qu'on a déjà pu remarquer quelque chose concernant l'impact sur les adolescents, par exemple? Alors, bon, en France, il y a eu récemment ces raves illégales, disons, assez importantes, avec un côté assez, disons, revendicateur et puis déterminé. Puis j'ai l'impression, je pense que c'est encore même un peu tôt pour dire, mais on a quand même l'impression que j'ai aussi entendu que la violence, en fait, était en train de remonter un petit peu, alors que sur ces dernières décennies, on a vraiment vu une diminution de la violence au niveau des jeunes. Et puis que là, il y avait comme un mouvement un tout petit peu ouais, qui grondait un petit peu, enfin quelque chose qui est en train de remonter, donc il y a une sorte de, peut-être un mode d'expression de quelque chose, de leur désaccord, quoi. Mais je ne pourrais pas vraiment dire plus par rapport à la France, en l'occurrence, ou d'autres pays, parce on court un petit peu derrière avec les enquêtes, etc. Donc on n'est pas encore, je pense qu'on n'a pas encore un tableau qui est vraiment exhaustif, quoi. Mhm. Effectivement. Mais alors, parce que dans le fond, c'est aussi intéressant pour les psychologues ou pour les médecins comme vous. Bon, les jeunes, les adolescents, bon, ben, on les connaît bien d'une certaine manière, mais on a toujours quelque chose à apprendre sur eux, hein. Cette pandémie, dans le fond, qui a été une sorte de crise qu'on n'avait pas connue depuis, bon, on parlait de la pandémie de 1918, la grippe espagnole, ou des dernières guerres qui ont été vraiment des crises peut-être encore bien plus graves que celle-là, hein. Dans d'autres pays, il y a des maladies bien plus terribles que ceci, comme Ebola, mais qui touchent peut-être moins de monde. Mais est-ce que, dans le fond, ça nous a appris quelque chose de nouveau sur les adolescents ou est-ce que ça va nous permettre d'avoir une relation un petit peu nouvelle ou différente avec les adolescents, vous pensez? Bah, alors j'espère, en fait j'espère, parce que ce soit vraiment une opportunité de changer de paradigme. Parce qu'une des choses flagrantes de cette crise, c'est que c'était de se rendre compte combien les jeunes ne sont peu considérés comme des partenaires, en fait, des partenaires pour le politique, des partenaires pour les adultes. Et puis c'est vrai le Covid est arrivé dans cette mouvance de climat, en fait, de lutte assez active pour le climat de la part des jeunes, hein. C'était vraiment ça à l'époque, ben voilà, novembre, décembre, janvier, juste avant que ça démarre. Et je pense qu'ils étaient moyennement considérés, disons, ces grèves du climat, les marches de Greta. Enfin, il y a eu beaucoup d'adultes qui ont été extrêmement dénigrants par rapport à ces démarches-là.
et qui ont dit on ne va pas se laisser quand même dicter les choses par des jeunes, enfin, etc. Puis ben, bien sûr que c'est toujours la même chose. Si on polarise et puis qu'on dit c'est soit on n'écoute que les jeunes, soit que les adultes, en fait, on ne s'en sort pas. C'est vraiment une histoire de pouvoir travailler main dans la main, réaliser le côté interdépendant en fait des uns et des autres, de toutes les générations, puis de se dire que la solution, on peut la trouver qu'ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où je peux comprendre leur exaspération d'avoir des adultes qui ne sont pas toujours des rôles modèles, en fait, hein, en termes du comportement qu'on a vis-à-vis de la planète, vis-à-vis du climat, vis-à-vis de... Enfin, c'est quel message on leur donne du fait de ne pas tellement prendre au sérieux leurs préoccupations, ou ça, c'est une vraie anxiété chez eux, hein, c'est de se dire, mais dans quoi est-ce qu'on va vivre? Parce qu'on entend tous les jours, ça ne va pas aller, puis en fait, on ne leur donne pas beaucoup de moyens de faire quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on risque de sortir de la crise du Covid pour se replonger dans la crise climatique, hein, ça c'est Ouais, effectivement, ouais. on peut comprendre aussi que chez les jeunes, effectivement, l'avenir paraisse parfois un petit peu sombre, hein. Moi, je me souviens, bon, de ma génération, la peur, c'était de la guerre atomique, hein. Je me souviens d'une amie qui avait dit, je ne ferai pas jamais d'enfant, le monde est trop horrible. Donc, peut-être que les adolescents ont tendance à avoir un certain côté pessimiste, mais bon, quand on parle d'eux, je me demande si d'une certaine manière, on n'enferme pas les jeunes, mais aussi les personnes âgées, dans des espèces de rôles sociaux qu'on attend d'eux. Et puis quand ça ne cadre pas tout à fait, ben, on est déstabilisé, on n'est pas content, enfin on critique, etc. Et vous pensez que sur ce plan-là, dans le fond, la crise qu'on vit actuellement pourrait être une sorte de réhabilitation, de revalorisation de la vie des différentes classes d'âge, et que d'une certaine manière, ça pourrait casser quelques codes sociaux, quelques stéréotypes qu'on a. Vous disiez avant Moi, qu'on pouvait changer j'espère. Oui, changer oui, de oui, paradigme, hein. absolument. Moi, j'espère, parce que je réfléchissais justement à quel rôle, quelle place on leur donne dans la société. Puis c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal avec d'un côté une société qui est assez fascinée, hein, par les adolescents. Enfin, on voit bien que on parle que des ados, on veut ressembler aux ados. On a une société qui est assez, comme on dit, adolescente, avec des adultes qui se comportent comme des ados jusqu'à tard dans leur vie, quoi. Et puis, on fait des choses qui sont très adolescentaires, voilà, ces comportements de l'extrême, tous ces sports extrêmes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment de l'ordre de ce que font les adolescents d'habitude et puis que les adultes, en fait, perpétuent. Et puis, en parallèle, ce qui est paradoxal, c'est qu'on les infantilise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de voix au chapitre. Il y a beaucoup d'ados qui me disent, mais en fait, quand je leur disais, mais pourquoi vous ne vous mobilisez pas? Pourquoi vous ne dites pas votre avis? Pourquoi? Ben, ils disent, mais au fond, moi je suis qu'un gymnasien, ma voix n'a pas de poids, ça ne sert à rien, je ne serai pas entendu, les adultes s'en foutent, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, oui, de remettre, de briser certains stéréotypes, peut-être de se dire qu'il faut arrêter aussi de magnifier cette période de la vie comme la jeunesse éternelle, mais par contre de leur donner vraiment un rôle, enfin une voix au chapitre, et puis de les considérer comme des partenaires. Mais des partenaires, c'est pas à eux de décider tout, hein, C'est vrai que les adolescents peuvent être un peu tiraillés entre l'image qu'on se fait d'eux-mêmes d'une certaine manière, surtout pour les garçons. Ils n'ont pas d'aversion pour le risque, ils ont des conduites à risque. Voilà, donc on va les imaginer faire des rave parties improvisées. Puis de l'autre côté, vous avez souligné l'altruisme dont ils ont fait preuve et dont ils sont peut-être plus conscients quand c'est dans leur propre famille, j'imagine, hein, les grands-parents, etc. Donc on a pris, enfin, comme vous dites, on n'a pas pris conscience qu'ils existaient puisqu'on le savait depuis longtemps. Est-ce on les prend comme modèle, comme repousseurs? Enfin, ils sont peut-être mis dans une situation un peu difficile. Et je pense que cette pandémie aussi a souligné un peu ce côté un peu paradoxal de l'adolescence. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense. Et puis, ils ont aussi un peu... Parce que moi, je pense que c'était même plus large que la famille. C'est certainement, bien sûr, c'était la grand-maman qui les touchait dans un premier temps. Mais moi, j'ai beaucoup entendu aussi qu'ils étaient préoccupés de voir ces personnes âgées, toutes stressées, qui avaient leur masque, ou qui se faisaient même rabrouer parce qu'elles ne portaient pas leur masque. Enfin, voilà, ils étaient vraiment soucieux aussi de un peu de cette maltraitance aussi envers les personnes âgées. Et eux-mêmes souffrent aussi beaucoup des stéréotypes qu'on leur colle, hein. Et très souvent, moi j'entends, on dit les ados, mais les ados, on est tous différents. Puis il faut arrêter de nous mettre tous dans un même panier, puis de dire les ados. Enfin, il y a quelque chose d'assez insultant de les réduire à une condition d'ado, en fait.
Mais oui, je pense que ce qui est vraiment nécessaire maintenant comme direction, je pense, c'est de les faire participer, de leur donner le message qu'ils peuvent venir, disons, autour de la table avec nous pour pouvoir construire et penser une reprise post-Covid qui sera durable et puis qui va aller dans une direction de quelque chose qui soit plus satisfaisant pour tous par rapport à la société dans laquelle on va évoluer. Ok, ben je vous remercie de cette conclusion tout à fait optimiste et merci encore d'avoir participé. Avec plaisir. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, on se rend compte quand on parle du confinement que, enfin, on raisonne un peu par catégorie, hein. On va confiner les restaurants, mais pas peut-être les vendeurs de fleurs, etc. Donc, on confine par profession, puis on confine aussi par classe d'âge. Alors, on confine bien toute la population d'une certaine manière, il faut voir encore ce que ça veut dire, mais on insiste toujours, on fait des différences, hein. On aime bien, il y a les jeunes, il y a les personnes âgées, puis il y a tout entre deux, espèce de la nébuleuse entre deux dont on parle assez peu dans le fond et qui probablement, en tout cas, porte un poids économique relativement important. Alors, on a parlé de la situation des adolescents et c'est vrai qu'on a sans doute de bonnes raisons quand même, enfin, vous me donnerez votre avis là-dessus, mais de penser par classe d'âge. Puis l'autre classe d'âge, évidemment, qui a été très sollicitée, entre guillemets, c'est les personnes âgées. Alors, là aussi, je pense qu'il y a âgés et âgés. Moi-même, je suis une personne âgée, je fais partie des personnes à risque puisque j'ai plus de 65 ans. Mais ma mère, qui est encore en vie, est beaucoup plus à risque que moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de présenter la question, justement, en divisant par classe d'âge? Et qu'en est-il de la classe d'âge particulier qui sont les vieux, on n'ose plus le dire, les aînés, les personnes âgées? Oui, mais en fait, c'est la façon de réfléchir en épidémiologie, de couper par tranche d'âge, facteur de risque. On fonctionne beaucoup comme ça en médecine. Donc, c'est la façon facile de voir les choses. Effectivement, la réalité est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on essaie de dépeindre par les mathématiques ou les calculs. Même la classe d'âge âgée, entre les 65 ans et plus, qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, il y a des différences quand même assez majeures. Et même parmi les 90 ans, quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui est, ce qu'on dit nous en gériatrie, au Québec, on dit les gens qui sont verts, comme un jeune arbre vert. Donc on dit quelqu'un qui n'est pas fragile, quelqu'un qui est solide. Donc vous me semblez quand même assez solide pour une personne âgée, donc on pourrait dire que vous êtes assez vert. Par contre, une personne de 90 ans qui a une démence, qui a des problèmes de mobilité, des troubles cardiaques, toutes sortes de problèmes de santé qu'on appelle les comorbidités, peuvent avoir des risques plus élevés. Puis ces risques-là, on les retrouve chez les plus jeunes aussi. Donc c'est vraiment, oui, on essaie de protéger les personnes âgées, mais on essaie aussi de protéger les jeunes qui sont vulnérables. Puis comme vous l'avez bien dit, jeune, c'est assez relatif. Pour mon filleul de 4 ans, je suis très vieux dans sa tête, mais pour mes patients, je suis très jeune, avec mon 34 ans. Donc, c'est assez variable l'âge. Puis cette vision-là de la personne âgée, frêle, fragile, au fond d'un lit, qui ne fait pas grand-chose pour la société, c'est un peu l'image stéréotype qu'on a de la personne âgée, mais dans la pandémie, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont participé à ce qu'on appelle la riposte, c'est-à-dire d'aider d'autres personnes âgées, mais aussi d'aider des jeunes, de travailler dans certaines activités, dans le domaine de la santé. Il y a des gens de tous les âges, des gens de plus de 65 ans, c'est certain. Donc, la catégorie âgée, c'est une simplification. Là, vous venez d'employer le terme vulnérabilité, fragilité. Bon, on les entend souvent, hein. Des fois, d'ailleurs, ce serait bien. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Et puis, par rapport à la pandémie, peut-être de manière générale, qu'est-ce que vous pensez de l'usage de ces concepts? Ben, je trouve ça très intéressant dans la façon de penser la personne, la maladie, mais c'est encore là des caractéristiques stéréotypées. Pour la vulnérabilité, ça vient du fait qu'on peut être brisable ou cassable. Donc, on est en risque encore là. Puis, selon la personne, il y a un risque plus élevé ou moins élevé. Donc, un degré de vulnérabilité ou de cassabilité, si vous me permettez l'expression. Pour la personne qui est fragile maintenant, la fragilité, c'est des termes qui sont nouveaux en gériatrie, on pourrait dire. C'est vraiment la façon de caractériser des personnes qui sont encore là plus fragiles ou plus à risque d'avoir des complications. Il y a plusieurs modèles, il y a des échelles. Dans le triage, par exemple, là, ou la priorisation des soins intensifs, on a beaucoup utilisé la fragilité, surtout l'échelle de Rockwood, le gériatre canadien, le neurologue gériatre canadien, qui
travaille en Nouvelle-Écosse, là, près de chez moi. Puis là, on classifie selon les capacités de faire certaines tâches dans la journée, selon l'atteinte cognitive. Il y a aussi la fragilité qu'on peut mesurer dans les études, la force de préhension des mains, la capacité de se mouvoir, la rapidité à se mouvoir. Moi, ce que je préfère quand je parle de fragilité, c'est vraiment l'évaluation globale gériatrique. C'est-à-dire vraiment de connaître la personne dans son ensemble, ses capacités, ce que la personne est capable de faire au quotidien, puis ensuite d'avoir un tableau global de ses problèmes de santé, puis de son état réel. Mais alors, ce critère de fragilité ou de vulnérabilité, dans ce que vous dites cassabilité, c'est fragilité, hein, c'est assez proche, c'est des critères qui sont utilisés non seulement dans le fond pour caractériser de manière générale les gens un peu plus à risque, mais qui sont aussi utilisés, vous avez parlé du triage, hein, du tri des patients, par exemple aux soins intensifs, hein, qui va-t-on soigner? Ce sont des critères qui sont utilisés ou qui pourraient être utilisés. Est-ce qu'ils l'ont été pendant la pandémie? Les mécanismes de triage n'ont pas été activés au Canada. En Suisse, ça n'a pas assez proche d'être utilisé aussi. C'est l'échelle de Rockwood qui a été utilisée. Qui est pas Vous pouvez parfaite. nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Oui, c'est ça, effectivement. L'échelle de Rockwood, c'est sur 9 points, donc 9 niveaux de fragilité, du à risque à être fragile, à être complètement presque mourant, finalement, ou être au fond d'un lit sans être capable de bouger. L'échelle de Rockwood, comme je disais, n'est pas parfaite. C'est toujours un proxy ou un élément qui nous permet d'avoir une idée, mais l'évaluation réelle, c'est l'évaluation gériatrique. Mais c'est dans le fond une évaluation qui est fondée sur le pronostic, sur les chances de la personne Oui. de s'en ressortir, ou c'est ça? Effectivement, la fragilité nous donne à peu près une idée du pronostic vital de la personne et de son risque à avoir des complications si une maladie venait à arriver comme la COVID. Mais on l'utilise aussi en cancer, on l'utilise avant de faire des chirurgies cardiaques, par exemple, à cœur ouvert, qui ont des hauts risques de complications. D'accord. Mais alors, si on reprend les personnes âgées et on parle de leur risque, alors il y a leur risque de mourir, hein, ou leur risque d'arriver aux soins intensifs, mais il semble que pendant le confinement, on a aussi souligné peut-être un nouveau risque, c'est l'isolement social qui peut péjorer leur santé. Comment est-ce qu'on fait la balance, dans le fond, entre confiner quelqu'un pour le protéger d'un risque médical versus le confiner, mais alors lui apporter un nouveau risque? Effectivement, c'est toujours la balance des risques en médecine et en épidémiologie. Pendant la pandémie, on a souvent critiqué les mesures. On se disait, les jeunes n'ont pas de complications, n'ont pas de problèmes. Mais souvent, les gens qui ont payé le plus l'isolement, c'est les personnes âgées. Surtout les personnes âgées les plus fragiles, les plus vulnérables. Pas toutes. Certaines ont pu quand même maintenir des activités, mais l'isolement est déjà très présent chez les personnes âgées. Pour les troubles cognitifs aussi, un risque de complications quand on est isolé, qu'on ne voit pas la famille, qu'on ne voit pas les proches. Il y a aussi des complications au niveau de ne pas voir son médecin, d'avoir des suivis seulement par des suivis en ligne ou les méthodes virtuelles. Pour certaines personnes âgées, c'est plus difficile, donc d'avoir ces suivis-là. Donc, les personnes âgées ont quand même eu pas mal d'effets néfastes de l'isolement, mais en même temps, l'idée, c'est de balancer. On se rend compte que finalement, les risques d'avoir la COVID et d'en décéder sont plus grands que les risques de confiner. Mais c'est intéressant quand vous dites que les risques sont plus grands, mais ce n'est pas les mêmes risques quand même, d'une certaine manière, hein. Vous pensez qu'on a bien fait ou qu'on aurait peut-être dû faire autrement? Parce qu'il y a eu des débats là, on aurait dû permettre aux personnes âgées de voir leurs enfants, leurs petits-enfants, que c'était moins grave que de les confiner. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont la balance a été réalisée? Mais c'est sûr qu'après coup, hein, comme nous on a une expression au Québec, on dit le rétroscope, la capacité de revoir en arrière ce qui s'est passé. Puis c'est certain que c'est plus facile par après de juger. Mais au début de la pandémie, quand on se place en mars, ça a commencé d'abord en Asie, mais vraiment plus en mars où ça a été déclaré pandémie. On ne savait pas ce qui allait se passer, on ne savait pas qui allait décéder, on ne savait pas qui allait mourir. On a pris en conscience, en connaissance de cause, les personnes âgées en se disant « c'est elles les gens les plus à risque, les gens aussi qui ont des maladies chroniques, puis on va essayer de les isoler, de les protéger. » Après coup, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu des conséquences. Puis les gouvernements ont réagi. Il y a plusieurs associations aussi de droits pour les personnes âgées, les gens qui ont des handicaps aussi, ou qui vivent en situation de handicap, qui ont élevé leur voix pour faire entendre justement toutes ces complications que vous avez mentionnées à cause de l'isolement. Puis chez nous, ce qu'on appelle les CHSLD, l'équivalent des homes ici, des EMS, les EHPAD en France. Donc, il y a des ouvertures qui se sont faites quand même pour accueillir les proches, ce qu'on appelle les proches aidants ou les aidants naturels, ou les gens qui viennent vraiment aider, qui viennent
diminuer le fardeau, effectivement, de l'isolement. Donc, il y a eu quand même une réponse. Est-ce que la réponse était suffisante? Probablement pas, mais le système de santé dans les sociétés occidentales, souvent, est assez âgiste, un peu aussi capabiliste. C'est-à-dire, on limite les ressources à certaines classes de population en se disant, ben, de toute façon, ces gens-là sont faibles, pourquoi donner de l'argent, pourquoi les aider? Ce qui a amené justement à une certaine fragilité du système en soi par rapport à certains groupes d'âge qui ont payé un peu plus fort le prix de l'isolement à cause du manque de services. C'est ça, donc vous voulez dire qu'on a un système de santé qui met plus de ressources pour des gens, dans le fond, qui sont un peu plus jeunes, donc, qui ont un avenir un petit peu meilleur, si on ose dire. C'est vrai qu'il y a eu un débat sur ce qu'on appelle l'agisme, enfin, la discrimination par rapport aux personnes âgées. Bon, moi, je me souviens d'avoir un des fondateurs de la bioéthique anglo-saxonne, enfin, et contemporaine, Daniel Callahan, soutenait une thèse qui s'appelait le fair innings, c'est-à-dire l'idée que dans le fond, on a tous en gros 80 de vie en bonne santé à vivre et que c'est normal de privilégier des personnes plus jeunes par rapport aux personnes plus âgées puisqu'elles n'ont pas encore eu leur part de vie d'une certaine façon. Donc, il y a depuis longtemps qu'il y a un débat sur la manière de traiter les différentes classes d'âge. Quel est votre avis sur cette question? Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce qu'on a été discriminant ou bien est-ce qu'on a agi correctement? Ben, je trouve intéressant la question parce qu'on a vu aussi que les jeunes, les plus jeunes, les enfants, les adolescents, ont eu des effets néfastes de l'isolement puis des conséquences de la pandémie. Donc, je dirais, c'est les gens qui ont peut-être moins de voix, les gens aussi qui ont des maladies psychiatriques, des gens qui ont des handicaps, des gens qui sont âgés. Donc, effectivement, c'est des différentes classes de la population qui souvent ont moins de pouvoir politique ou de capacité de s'exprimer au niveau politique qui ont payé peut-être un petit peu plus. Donc, je dirais, oui, il y a probablement une partie de discrimination, pas seulement basée sur l'âge, mais effectivement basée sur l'incapacité d'exprimer ses besoins, d'avoir une voix forte au niveau public. Malheureusement, plus on crie, mieux on se fait entendre, on pourrait dire. Oui. Mais c'est intéressant aussi ce que vous dites, effectivement, des personnes qui ont eu moins de voix, les personnes âgées, les jeunes. Mais d'un autre côté, cette pandémie, elle a surtout attaqué les personnes âgées. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé? On peut imaginer, faire une expérience de pensée ou un peu de science-fiction, si cette maladie avait attaqué plus les jeunes. Ce qui semble être le cas, par exemple, d'après ce que j'ai lu sur la grippe de 1918, hein, qui touchait plus les jeunes adultes, en tout cas, que les personnes âgées. Est-ce que vous pensez que la situation aurait été complètement différente ou quel est votre avis là-dessus? Mais probablement qu'on aurait eu des mesures similaires. On aurait fermé un peu tous les endroits à risque. On aurait aussi eu des complications chez les personnes âgées. On aurait eu des problèmes aussi, comme on voit maintenant chez les jeunes, qui auraient peut-être été différents. Je pense que la réaction aurait été peut-être médiatiquement plus forte, mais en même temps, c'est dur de se projeter dans un monde imaginaire comme ça. Mais je pense que les personnes âgées aussi là, auraient eu des conséquences, finalement, comme on voit chez les jeunes. Donc, je pense que autant les personnes âgées que les jeunes, ça ne serait pas mieux nécessairement sorti que ce qu'on voit actuellement. Puis, c'est un peu la question de la justice intergénérationnelle aussi, de voir qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ont donné pour la société, qui ont fait la société dans laquelle on vit, qui ont créé la richesse aussi pour les sociétés dans lesquelles on vit, donc qui méritent finalement qu'on les protège pour avoir tout ce qu'ils ont fait avant. C'est vrai, mais du point de vue psychologique, peut-être ça aurait été assez différent parce qu'actuellement, si je prends l'exemple de personnes comme mes enfants, qui ont eux-mêmes des enfants, ben, ils ne sont pas inquiets pour leurs enfants, mes enfants. Ils sont inquiets pour nous, pour leurs parents. C'est peut-être une autre chose que d'être inquiet pour ses enfants et ne pas l'être moins pour ses parents. Enfin, il faudrait demander probablement à un psychologue ce qu'il en pense, mais j'ai l'impression intuitivement que la charge psychologique aurait été beaucoup plus forte si les enfants avaient été touchés. Parce qu'on n'est plus dans une société. Pendant longtemps, dans la société, dans le fond, les enfants mouraient de manière importante, hein, jusqu'à l'âge de 5 ans, ce qui n'est plus le cas. La mortalité infantile, Dieu merci, a complètement disparu. Peut-être qu'une pandémie touchant les enfants aurait été plus dramatique de ce point de vue-là. Enfin, oui, il y a un aspect culturel assez fort, puis il y a un contexte socio-sanitaire aussi assez différent dans les sociétés occidentales. Pour avoir été au Congo, la mortalité infantile est énorme comparée comparé au Canada ou dans des pays, on dit, plus développés. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'habitude. On est plus habitué de voir une personne âgée décédée qu'un enfant. Donc, peut-être qu'effectivement, psychologiquement, ça aurait été plus difficile. Mais en même temps, la mort d'une personne proche, c'est jamais facile. Donc, même si c'est votre grand-mère ou votre parent, c'est quand même triste.
Et c'est assez bouleversant et c'est toujours un choc assez fort, là. Il y a une philosophe, Gaëlle Fiat, justement, qui écrit sur l'amour et la dignité. Puis elle exprime justement, des fois, on a cette vision-là de la mort comme quelque chose, soit qu'on peut surmonter ou qu'on nie complètement. On est vraiment dans le déni. Mais c'est vraiment quand on est confronté à la mort d'un proche qu'on se rend compte à quel point on tenait à cette personne-là. Donc, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, que ce soit notre parent, notre enfant, il y a toujours quelque chose de difficile dans la cassure, la brisure que la mort amène dans une relation. OK, merci. Donc effectivement, on a bien eu raison de lutter contre cette pandémie, puisque de toute manière, elle est source d'un certain malheur, hein, pour les êtres humains. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir.